Euh, Bienvenue à tous à notre webinaire hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est le 15e webinaire et les échanges vont porter sur l'analyse des sols tiers dans le cadre des travaux d'inventaire. Nous allons accueillir M. Ouedraogo et M. Yamouero. M. Ouedraogo sera le formateur et M. Yamouero va assurer une modération qui va faciliter les échanges. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si vous avez une question durant la présentation de M. Ouedraogo, je vais vous demander de poser la question dans le chat et après sa présentation, M. Yamouero va veiller à ce que la question soit répondue. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire. Monsieur Yamouero, vous êtes là? Oui, monsieur Ouedraogo, je suis là. D'accord, Dieu merci. Monsieur Ouedraogo. Comme monsieur Ouedraogo Justin le disait tout récemment, nous sommes à notre 15e webinaire qui se veut être un cadre d'échange autour d'un certain nombre de points. Alors donc aujourd'hui, ce cadre d'échange porte sur l'analyse des comptes tiers dans le cadre des travaux d'inventaire. Donc ici, il faut déjà, avant l'intervention de monsieur Ouedraogo, il faut voir que quand on parle de travaux d'inventaire, ce ne sont pas essentiellement les immobilisations ou encore les stocks. Voilà. Je veux que pour la présentation de nos comptes en fin d'année, on s'assure également que ces comptes-là contiennent les vraies informations, les informations réelles, voilà, que l'image fidèle de l'entreprise a été transcrite de ce compte. Donc, ce qui peut nous amener souvent en fin d'année à faire ces travaux-là. Donc, mais aujourd'hui, nous allons plus centrer cet échange-là autour des comptes tiers. Quand on parle de comptes tiers, c'est essentiellement, si vous voulez bien, ce que nous devons aux autres et ce que les autres nous doivent. Donc, ce qu'on appelle couramment les créances et les dettes. Mais ce soir, on va plus parler des comptes tiers, c'est-à-dire les créances et dettes à moins d'un an. Donc, les créances et dettes moins d'un an. Donc, voilà un peu planter le décor essentiel qui va constituer l'échange de la soirée. Donc, je vais passer la parole à l'expert Ouedraogo qui va conduire ma séance. Merci. Merci à M. Yamouero. Merci à l'équipe technique. Je dis merci également à l'associé Zera et à la personne de l'expert Wema Sawadro et de m'avoir donné cette opportunité de partager ma petite expérience sur l'analyse des comptes tiers au profit de cette communauté tiers future alliée. Le sommet de notre exposé, dans un premier temps, nous allons essayer d'introduire le thème. Secondo, nous allons voir quelques notions et les objectifs. Et le troisième point, nous allons nous entretenir sur le thème proprement dit qui est l'analyse des comptes tiers. Par la suite, nous allons conclure et à l'issue de notre exposé, nous allons recevoir les différentes questions ou les apports par rapport à ce développement du thème. Comme introduction, en guise d'introduction, en parlant d'analyse des comptes tiers, il faut se dire que l'analyse se fait à partir des travaux d'inventaire qui doivent permettre de s'assurer de la sincérité et de la régularité des comptes à la clôture de l'exercice. Et les sols tiers regroupent essentiellement des créances et des dettes envers les parties externes à l'entreprise. Et quand on parle de comptes tiers, généralement, les gens se voient, et principalement les clients et les fournisseurs.
Mais à côté de ces deux postes, il faut également intégrer l'état de personnel qui font partie des tiers. Et une analyse approfondie est cruciale pour garantir les états financiers de l'entreprise qui doit refléter l'image fidèle de l'entreprise à la clôture des comptes. Donc, pour ce faire, il est important, il est intéressant, car à chaque clôture des comptes que nous fassions une analyse de nos différents comptes tiers pour nous s'assurer, pour nous garantir que nos états financiers seront fiables. Cette méthodologie présente les étapes et les outils nécessaires pour réaliser une analyse efficace des sols tiers dans le cadre des travaux d'inventaire. Et ces travaux doivent s'appuyer sur les principes du SYSCODA révisé et les pratiques courantes pour la clôture des comptes. Expert Ouedraogo? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, excusez, il y a un participant qui demande à ce qu'on agrandisse un peu le diapo là. Ok. Merci. Oui, c'est bon, on peut poursuivre. Ok. Donc, nous avons retenu en gros 4 termes liés à l'analyse des comptes tiers, à savoir les comptes tiers, les travaux d'inventaire, le lettrage et la dépréciation des créances ou des dettes fournisseurs. Il faut se dire, quand on parle de compte tiers, c'est un document comptable répertoriant chronologiquement toutes les opérations comptables entre l'entreprise et ses différents collaborateurs et les tiers. Les principaux tiers, comme je l'avais bien souligné en haut, c'est les fournisseurs et les clients. Par définition, un compte de tiers est un compte qui appartient à la classe 4 du plan comptable général, autrement dit, d'un compte dont le premier commence par le chiffre 4. Parlant des travaux d'inventaire. L'inventaire, il faut se dire que c'est l'ensemble des travaux ou des tâches que nous devrons mener à la fin de l'exercice ou à une période indiquée. Et nous devrons faire la révision des comptes pour voir les enregistrements comptables, si ça a été effectué correctement et à la période indiquée ou en fin d'exercice. Dans le but du présent, de présenter des états de synthèse reflétant une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise. Et en ce sens, c'est voir la performance réelle que dégage cette entité. Le troisième terme, c'est le lettrage. Le lettrage, c'est un outil, c'est une méthode utilisée couramment pour nous permettre d'assainir nos comptes tiers afin d'avoir une lisibilité des données composantes de chaque compte tiers. Donc, en effet, on dit que le lettrage permet de rapprocher les opérations qui se compensent, par exemple une facture et son règlement, en leur affectant une lettre. Je pense que par la suite, on va voir les différents types de lettrage possibles que nous pouvons remarquer, constater lors de nos analyses des comptes. Parlant de la dépréciation, on dit que la dépréciation représente l'amortissement de la valeur de la créance ou du stock lié à des événements non irréversibles. Ça peut être des litiges, des difficultés financières au niveau du client, entre autres, et qui correspond au risque de perte de valeur de l'actif. Et comme objectif
que nous avons retenues par rapport à l'analyse des comptes tiers. L'objectif principal ici visé est de garantir la fiabilité des états financiers en vérifiant que les créances et les dettes vis-à-vis des tiers sont correctement enregistrées, évaluées, justifiées. Et nous avons pu essayer de retenir au minimum essentiellement 3 objectifs. Le premier objectif, nous avons retenu la vérification de la régularité des écritures comptables. À ce niveau, il faut s'assurer que toutes les créances et les dettes ont été correctement comptabilisées. Ensuite, le deuxième point, c'est la conformité aux normes comptables. Vérifier que les écritures sont correctement enregistrées, sont conformes aux exigences du CISCOADA révisé et aux principes comptables applicables. Voilà, donc c'était au niveau des objectifs et c'est le deuxième objectif qui est la conformité aux normes comptables. Vérifier, c'est de vérifier que les écritures sont conformes aux exigences du CISCOADA révisé et aux principes applicables, comptables applicables. Le troisième point, c'est assurer la transparence et la fiabilité des états financiers. Garantir que les comptes annuels reflètent l'image fidèle, la situation financière réelle de l'entreprise. C'est les 3 objectifs que nous avons retenus en lien avec l'analyse des comptes. Le troisième point qui est l'analyse des soldes tiers. Dans un premier temps, nous allons voir concernant les postes, le poste client, le compte 41 ainsi que les différents comptes rattachés. Il faut se dire que les comptes clients regroupent toutes les créances que l'entreprise détient envers ses clients pour des ventes de biens ou de services qu'il a eu à exercer au cours de la période indiquée. Lors des révisions des comptes clients, il convient de comparer le solde de la balance client avec le solde de la balance générale. C'est le premier élément de contrôle que nous devrons effectuer si nous sommes en analyse des comptes tiers, en particulier pour le poste client. Le premier concerne tous les encours résultant des factures émises auprès d'un client, mais pas encore réglés. Les surons désignent l'ensemble des comptes de l'entreprise à l'issue de l'examen. Et la comparaison doit être identique. On doit avoir le même solde. Si les soldes sont différents, c'est qu'il y a une situation qu'il faut chercher à identifier qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a occasionné cet écart. Par la suite, il s'agit en ce sens d'approfondir le contrôle en justifiant la totalité des soldes créditeurs. Ceci doit obligatoirement être associé à une facture émise, d'avoir émise ou à un acompte. C'était les différentes étapes que nous devons aborder. C'est le premier point et que j'étais en train de développer. Et à ce niveau, pour la vérification des comptes tiers, voilà quelles sont les actions. Dans un premier temps, nous allons nous demander quelles sont les actions à mener pour nous assurer de l'exhaustivité des différentes opérations dans notre comptabilité et l'exactitude des comptes de la clientèle. D'abord, il faut faire un examen des factures et les différents paiements. Vérifier que toutes les factures émises sont correctement
enregistrés dans notre comptabilité. S'assurer que les paiements reçus ont bien été affectés aux créances correspondantes, contrôler que les créances non réglées à la clôture sont justifiées et qu'aucune créance non comptabilisée n'a été omise. Ça, c'est le premier point d'action que nous devrons mener si nous sommes dans la révision des comptes clients. Secondo, c'est le lettrage. Le lettrage va nous permettre d'assainir notre compte et avoir uniquement les opérations ou les factures non lettrées qui doivent justifier notre solde. C'est le deuxième élément. On dit que procéder au lettrage des comptes clients pour s'assurer que chaque paiement est bien affecté à la facture correspondante. Cette opération permet de clarifier les soldes et d'éviter les erreurs de comptabilisation. Sur ce point, nous avons identifié les différents types de lettrage possibles. Le lettrage, il faut se dire que le lettrage peut être automatique ou manuel. Et le lettrage peut être une facture qui correspond à un règlement, c'est le même montant qui a été réglé, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez vous retrouver avec plusieurs factures qui correspondent à un règlement. Et là, ce que nous conseillons, c'est d'avoir une situation, un état récapitulatif des différentes factures qui ont fait l'objet de ce règlement agrafé à la pièce ou à la copie du chèque, ou si c'est par chèque, ou si ça a été réglé par autre moyen, il faut l'état récapitulatif joint à ce moyen de paiement. Vous pouvez avoir une facture où le règlement s'est passé en plusieurs étapes. Là aussi, en fonction de ce que vous avez comptabilisé. C'est là l'importance de bien libeller, de bien avoir un bon libellé, un libellé bien précis et clair. Là, ça nous permet de faire le lettrage plus simple, plus facile quand il s'agit de plusieurs opérations dans le mois. Si le libellé n'est pas clair, n'est pas précis, c'est difficile pour mener cette opération, cette méthode qui est le lettrage, afin d'assainir notre compte. Vous pouvez avoir une facture, le lettrage, et qui correspond à un acompte et un règlement pour solde. C'est le lettrage possible. Ou bien une facture de droit avec une facture d'avoir pour un règlement. Donc, tous ces éléments, nous pouvons les retrouver quand nous sommes dans la phase de lettrage dans notre comptabilité. Le point suivant où l'action a encore mené, c'est l'identification des créances échues. Demain. Voilà. On dit les créances échues depuis plus de 90 jours doivent être identifiées et analysées pour évaluer leur recouvrabilité. On dit également les créances douteuses doivent être distinguées et faire l'objet d'une analyse approfondie pour déterminer si une provision pour créance douteuse est nécessaire. Et là, nous, en tant qu'acteurs des chiffres au niveau des entreprises, c'est-à-dire nous devons avoir un plan, un tableau de suivi de nos créances et avoir quelle est la politique autour du département commercial en lien avec les créances. Peut-être si on a un délai de règlement 40 jours, 45 jours ou un mois, une fois que le délai est épuisé
Et il faut combien de temps pour relancer? Et bien avant, il faut des relances. Et nous verrons par la suite quels sont les facteurs qui peuvent amener à considérer une créance douteuse ou une créance non recouvrable. Et à ce niveau, par la suite, toujours les actions à mener, on a l'évaluation du risque. On dit les créances clients sont évaluées à leur valeur nominale lors de la transaction des ventes. En fin d'exercice, s'il y a un risque de non-recouvrement, une dépréciation est comptabilisée après analyse du risque. Il y a 3 catégories de créances en date de clôture. Nous avons les créances ordinaires, les créances justifiées. C'est-à-dire que le délai auquel le client doit s'exécuter n'est pas arrivé, donc c'est une créance justifiée. Il y a les créances douteuses. Et au regard de la situation du client, peut-être le client, il a des soucis, il y a un litige entre nous et le client. Bon, bref, tous ces éléments peuvent amener à douter et la possibilité de nous régler notre créance. Là, en ce moment, la créance devient douteuse et nous devrons classer cette créance en créance douteuse. Il y a également les créances irrécouvrables où il faut passer en tête parce que quand il s'agit d'un client qui est en faillite ou un client où on n'a plus ses traces, qu'allons-nous faire? Voilà. Ce sont autant de questions que nous devrons nous poser si nous sommes en analyse, en évaluation du risque client. L'action suivante à mener, c'est les provisions pour les créances en fonction, et ça c'est en fonction de l'ancienneté. C'est comme je l'avais souligné plus haut, si dans la politique des dirigeants de l'entreprise, du gouvernement de l'entreprise, ils décident qu'après après le délai de règlement, 120 jours, 150 jours, ou 6 mois, une année, il faut considérer ça comme une créance douteuse. C'est en fonction de la politique de l'entreprise, des dirigeants que nous pouvons gérer cette étape. Il y a également l'analyse des créances douteuses doit inclure l'évaluation du risque de recouvrement et la constitution de provisions adéquates. Nous allons voir, et en fonction de nos relances, le client va s'affirmer, il va dire que non, peut-être lui, il est prêt à payer 40% ou 50% en fonction de sa capacité à faire face, et nous allons pouvoir estimer la perte probable. Et parlant de ça, voilà les facteurs de risque possibles qui peuvent nous amener à considérer une créance douteuse ou à considérer que la créance est irrécouvrable. Nous avons essayé d'obtenir 3 facteurs de risque. Lorsque nous multiplions nos relances pour le règlement sans succès. Voilà. Il y a également des redressements judiciaires. Il y a également des dépôts de bilan. Ça, c'est la fermeture de l'entité. En ce moment, voilà la démarche à suivre. Pour les clients nouveaux, constater la créance douteuse, on comptabilise la dépréciation. Le client était déjà douteux en année N-1. On constate une dotation
complémentaire où on reprend la dépréciation, la provision qu'on avait faite en année N-1 et on comptabilise à nouveau la provision de l'année N. Si la créance est irrécourable, on comptabilise la perte tout simplement et on reprend la provision qu'on avait initialement constatée en année N-1. Toujours dans la vérification des comptes clients, les actions à mener. Ici, c'est les créances clients à monnaie étrangère. Ça, au moment des travaux d'inventaire, c'est des parties qu'il ne faut pas occulter si nous travaillons avec des partenaires étrangers. Il faut en tenir compte, surtout si ils ont une autre monnaie que la nôtre. À l'inventaire, le dernier cours de change à la date de clôture, nous devrons observer ça bien, voir le montant à ajuster, qui est égal aux créances du dernier cours de change à la date de clôture, moins la créance en valeur d'origine. Et là, nous avons des situations qui se présentent à nous. S'il se trouve que en fin de période, nous avons évalué et que le client en question va payer moins, voilà le clôture qui doit être constaté. C'est un écart de conversion actif. Et là, en ce moment, nous devrons constituer une provision liée à ce perte de change. La deuxième possibilité que nous pouvons, après évaluation, il se peut que la créance soit augmentée. Là, c'est un écart de conversion passif. Là, il n'y a pas de provision à considérer. S'agissant de l'écart de conversion actif, la provision, c'est dit au 31-12, il y a deux écritures que nous devrons. On considère l'écart de conversion actif, après quoi nous constatons la provision pour l'écriture de régularisation, pour faire impacter cela dans le compte de résultat. Et ça doit se passer comme ça avec le 65-9 contre le 49-91. Et l'écriture d'ajustement, l'écart de conversion doit être contrepassé au 1er janvier de l'année suivante. Le point concernant le poste client, nous avons essayé de donner un exemple typique pour le lettrage, pour l'analyse des comptes d'un compte client. Il faut se dire que pour une facture client, quelles sont les opérations possibles au début si nous sommes au niveau du poste client? C'est facture de droit. Mais c'est à quel moment nous pouvons se retrouver avec qui viennent en diminution, les éléments qui viennent en diminution du compte créance client. Il y a notamment les factures d'avoir, les règlements et les acomptes.
Et là, nous avons pris un cas pratique, un exercice pour voir comment le lettrage peut se faire si nous sommes dans une situation de créance client. La lettre A désigne le rapprochement des comptes. Nous voyons que c'était un solde à nouveau de 11 800 000 et une nouvelle facture de vente de 754 qui viennent s'ajouter. Et nous voyons que il y a eu une facture d'avoir liée à la facture 492 et un règlement de 12 500 000. Donc, pour rapprocher, il faut avoir tous ces éléments sous la main afin de pouvoir faire un bon lettrage. Quand on poursuit, on va voir que pour ce client-là, les comptes sont bons, tous les comptes ont été bien lettrés, il n'y a pas de solde à ce niveau. Donc, nous partons au deuxième point qui est l'analyse des comptes fournisseurs. Et les actions à mener, c'est le lettrage. Il y a également la circularisation. C'est que, bon, je n'ai pas évoqué au niveau du compte, les comptes clients. Il ne faut pas occulter la partie circularisation. La circularisation va venir nous permettre de confronter nos données comptables avec ce que le client estime qu'il nous doit concrètement. Et s'il y a des écarts, nous devons chercher à comprendre pourquoi il y a ces écarts et c'est dans quelle mesure et trouver des solutions et chercher plus de justifications liées à ces écarts. Pour les comptes fournisseurs, il y a également aussi la circularisation qu'il faut tenir compte. Et en fin de période, nous devrons faire passer la lettre de confirmation à ce que chaque fournisseur nous donne le relevé, notre relevé dans sa comptabilité pour que nous fassions la comparaison avec nos données comptables. On dit que les comptes fournisseurs regroupent toutes les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs. Et à ce niveau, voilà les différentes actions. La première action, c'est le contrôle des factures et des bons de commande. Nous allons vérifier que toutes les factures fournisseurs sont correctement enregistrées dans les comptes de dette, s'assurer que les factures sont justifiées par des bons de commande et des bons de réception des biens et des services, rapprocher avec les relevés fournisseurs. C'est lorsque nous faisons la circularisation des fournisseurs que nous obtenons ces données. Après, nous allons comparer les soldes comptabilisés avec les relevés envoyés par les fournisseurs afin de s'assurer de l'exactitude. Vérifier que les dettes figurant dans la comptabilité correspondent au montant que ces derniers nous ont communiqué. Ça, c'est important. Le troisième constat, action aussi à faire, c'est voir la régularisation des factures non parvenues, les charges à payer. C'est les factures qui concernent l'exercice, mais qui ne sont pas encore parvenues, doivent être régulièrement ajustées avec le compte 408. C'est-à-dire que la prestation a été faite, mais il manque seulement la facture. Nous avons les éléments qui prouvent que
le service a été fait. Par exemple, il y a, et même ça, il faut que nous arrivions à documenter cela pour pouvoir passer l'écriture des charges à payer. Pour que nous nous assurons qu'il y a l'existence de bons de commande, il y a le bordereau de livraison, il y a le PV de réception si c'est des services, afin de pouvoir passer, tenir compte des charges à payer. Après ces différents contrôles possibles, nous avons essayé de prendre un exemple aussi côté fournisseur pour qu'on essaie de voir ensemble comment le travail doit se passer. En réalité, quelle est l'action à mener si nous avons les comptes fournisseurs, comment les traiter. Un exemple d'analyse des comptes fournisseurs. Là, nous avons les opérations possibles au débit et les opérations possibles au crédit. De nature, le compte fournisseur est créditeur. Donc, si nous trouvons ou nous voyons un compte fournisseur au débit, nous devrons nous poser des questions. Qu'est-ce qui a occasionné cela et chercher à mieux comprendre. Et cela peut être possible, peut-être c'est une facture d'avoir ou bien un règlement ou un acompte, parce que généralement, dans l'environnement que nous sommes, on constate souvent que pour les avances ou les acomptes, les gens utilisent directement le compte 401. Voilà. Mais en tant que vérificateur, c'est qu'en fin d'année, nous devons être en mesure de repérer toutes ces écritures, voilà, pour amener dans le compte 4091. Et sur cet exemple, nous avons essayé de faire le lettrage. Et ce lettrage nous a permis d'avoir un solde de 1 180 000, voilà, pour ce fournisseur. Voilà. Et la justification, parce que on va se retrouver dans la balance, un montant, balance fournisseur, un montant de 1 180 000. C'est le lettrage et l'analyse qui va nous permettre de dire que le montant 1 180 000 correspond à une facture de tel numéro. Ici, on regarde la justification de 1 180 000 correspond à la facture d'achat de numéro 306. Et c'est la justification de ce solde comme ça. Donc, après les analyses, nous devrons documenter tous ces dossiers, avoir un chrono pour archiver les travaux que nous avons eu à mener au cours de l'analyse, au cours de la révision des comptes. L'analyse du compte fournisseur consiste à rapprocher les montants au crédit, constatation de la dette, au montant débitaire, notamment les règlements. Cette opération nous permettra de comprendre la composition des soldes fournisseurs. Et au moment de nos analyses, les écarts ou les erreurs éventuelles de saisie ou d'imputation sont corrigés dans un journal OD.
En plus des comptes clients et fournisseurs, d'autres sols tiers doivent être analysés. J'avais dit tantôt que les comptes tiers, il y a également le compte car l'État, il y a le personnel qui interviennent, il y a la sécurité sociale, 43 aussi qui interviennent. Donc, tous ces comptes aussi doivent être analysés dans la mesure de s'assurer de l'exhaustivité et de la réalité des choses, l'exactitude. Vérifier les soldes des impôts à payer, TVA, ITS, autres taxes, et comparer-les avec les différentes déclarations fiscales que nous avons à notre disposition pour pouvoir repérer les écarts. On a des modèles de vérification que nous allons voir par la suite comment il faut contrôler ces différents aspects fiscaux et les aspects sociaux. Voilà un modèle qui nous permet de faire le contrôle de la TVA. Ici, on a pris l'exemple de la TVA facturée. On peut l'utiliser pour TVA récupérable et TVA due. Voilà. On a la partie déclarée et puis la partie comptabilisée. Est-ce que ce qu'on a comptabilisé, c'est effectivement cette valeur qui a été déclarée? C'est un test de cohérence. Et si ce n'est pas fait, nous devrons formuler des recommandations à l'endroit de des responsables afin qu'ils puissent se rattraper par souvent des déclarations complémentaires. La décision vient en tout cas de la direction générale. Également au niveau des comptes sociaux, c'est la même procédure de vérification, de contrôle. Nous allons vérifier est-ce que ce qu'on a comptabilisé, c'est ce même montant qui a été déclaré et ainsi de suite pour les différents comptes tiers. Il y a également le compte 47, ça c'est un compte d'attente. D'office, le compte 47 normalement doit se solder. C'est des comptes temporaires. C'est juste pour pouvoir dépanner une situation, c'est juste pour pouvoir, c'est temporaire. Ça ne va pas prendre du temps dans notre comptabilité. Voilà, par exemple, nous sommes en fin du mois, il y a eu un client que nous n'avons pas pu identifier qui a fait un versement dans notre compte. Voilà. Du coup, nous voulons faire nos états de rapprochement, mais avant qu'on identifie le client, on peut utiliser ce compte d'attente. Mais il faut que ça soit dans un bref délai pour que nous recherchions les éléments, les informations nécessaires pour pouvoir rattacher le versement en contrepassant, en virant le compte 47 et au compte client indiqué. À ce niveau, on dit que les comptes d'attente permettent de comptabiliser en cours d'année les opérations n'ayant pas pu faire l'objet d'une affectation au compte desquelles ils sont censés relever. Le règlement d'un client, par exemple, quel qu'en soit ces sommes apparaissent sur le relevé bancaire de l'entreprise, ils doivent donc être saisis, bien que pour l'heure, ils ne soient pas clairement identifiés. Voilà. Et au niveau de la clôture, il est impératif de s'assurer que les comptes d'attente soient systématiquement apurés lors
c'est des comptes transitoires. Juste pour un temps seulement, on utilise et on doit chercher à identifier les différents clients et puis les affecter afin de pouvoir solder. Il y a également le personnel. Au niveau du personnel aussi, le travail à faire, c'est de rapprocher les livres paie à la balance générale pour s'assurer que les comptes comprennent bien tous les éléments figurant dans le livre de paie. Ensuite, vérifier que tous les salaires dus au personnel à la clôture de l'exercice sont enregistrés. Et troisièmement aussi, vérifier que les avances et acomptes du personnel sont apurés. Ou bien, s'il y a un sol, il faut que nous arrivions à identifier quels sont ces salariés. Voilà. Pour la justification des écarts ou la réconciliation, justification des écarts. Si les écarts sont identifiés entre les sols comptabilisés et les documents justifiés, ceux-ci doivent être expliqués et corrigés. Il y a également les corrections d'erreurs. On dit que toute erreur de saisie ou de comptabilisation doit être rectifiée dans les brefs délais pour s'assurer la fiabilité des états financiers. Toujours dans ce point 4, nous avons relevé les anomalies éventuelles que nous pouvons retrouver ou nous pouvons constater dans les comptes, au niveau des comptes fournisseurs. On a essayé de relever quelques anomalies et les solutions possibles face à ces constats ou à ces anomalies. Le premier point, on peut se retrouver avec une facture enregistrée et règlement non enregistré. Et les solutions possibles par rapport à cette anomalie, si l'échéance n'est pas passée, il n'y a rien à faire. Si l'échéance est passée, il faut vérifier si le règlement a été établi. Si tel est le cas, c'est qu'il a été enregistré dans un mauvais compte. Il faut trouver lequel et corriger cette erreur en comptabilité. Si le règlement n'a pas été établi, c'est un oubli de l'entreprise, il faut le réaliser. Donc, tout ça, c'est au niveau de l'analyse des comptes tiers qui nous permet d'identifier ces éléments, ces anomalies pour enfin les corriger. L'anomalie suivante que nous avons pu noter, c'est le règlement enregistré et la facture non enregistrée. C'est une erreur de l'entreprise. La facture a dû être enregistrée dans un mauvais compte. Il faut trouver lequel et corriger cette erreur en comptabilité. Ou alors, le règlement n'avait pas eu d'être. Il faut réclamer cette somme au fournisseur. C'est toutes des solutions possibles si nous sommes en face d'une anomalie pareille. Troisièmement, on a la facture et le règlement enregistré, mais les montants sont différents. Et là, on dit, si le règlement est inférieur au montant de la facture, il faut réaliser un règlement complémentaire au fournisseur immédiatement ou avec le prochain règlement. S'il est supérieur, il faut contacter le fournisseur pour réclamer un avoir. Et pour côté post-client, les anomalies aussi qu'on retrouve,
c'est à peu près les mêmes anomalies. Voilà, on peut avoir des factures enregistrées, une facture enregistrée et où on n'a pas eu l'encaissement. Il peut y avoir des encaissements enregistrés et des factures non enregistrées. Il peut y avoir des factures et des encaissements enregistrés, mais les montants sont différents. C'est à peu près les mêmes anomalies que nous pouvons retrouver au niveau du compte client. Et on a essayé aussi de donner des solutions possibles de traitement face à ces différentes anomalies. Et en fin de période, la finalisation des provisions et des ajustements. On dit que les ajustements de fin d'exercice doivent être effectués pour garantir que les comptes sont conformes à la réalité économique. Il dit que pour ces différents tiers, s'il y a lieu de faire une provision, on doit le faire. S'il y a lieu de faire des régularisations des charges et produits, on doit le faire. Il y a les charges constatées d'avance, les produits constatés d'avance qu'il faut en tenir compte pour que les comptes tiers reflètent la réalité économique de l'entreprise. Et en conclusion, nous pouvons dire que les soldes tiers dans le cadre des travaux d'inventaire est une opération essentielle pour garantir que les états financiers sont précis, complets et conformes aux normes comptables. Elle permet de valider les créances et les dettes à la clôture de l'exercice et d'assurer que les provisions et les ajustements nécessaires ont été effectués. Cette analyse doit être menée de manière rigoureuse en suivant la méthodologie du SCOA révisée, en veillant particulièrement à la régularité des comptes clients et fournisseurs, à la constitution des provisions aux créances douteuses et à la conformité des écritures comptables. Donc, voilà ce que nous avons à partager avec vous et pour ce soir. On retient tout simplement que l'analyse des comptes tiers vise à l'exhaustivité et à l'exactitude des différents comptes tiers. Donc, sur ce, je suis au terme de ma présentation et je vais laisser la parole à M. Yambero pour la suite. Je vous remercie pour votre attention. Merci, M. Ouedraogo. Et merci à tous ceux qui ont pris le soin de nous suivre ce soir. Alors, comme il a si bien précisé, on est au terme de cette présentation. Donc, nous entamons maintenant la phase des questions. Alors, pour ceux qui ont des questions, comme M. Ouedraogo Justin l'avait suggéré au départ, peuvent nous poser ces questions-là à travers le chat là afin qu'on puisse satisfaire à ces exigences. Merci. Il y a Madame Benugo qui a levé la main.
Si vous avez la parole, parlez directement, madame. Ok, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Oui, on vous entend Allô? très bien. On vous entend très bien. Ok. Et je remercie déjà le formateur pour cette brillante présentation. Et moi, ma question, c'est de savoir l'analyse des comptes tiers, c'est dans quelle périodicité elle est faite? Et puis, je voulais savoir également s'il faut faire une analyse pour chaque compte client. Il a donné des exemples d'analyse de compte tiers. Si par exemple on a 1000 clients, on a 1000 fournisseurs, est-ce qu'il faut faire l'analyse individuelle de tous ces comptes-là, comme l'exemple qu'il avait donné? Merci. OK. Oui. Merci à madame pour sa question. Ce que je peux donner comme réponse et à votre première préoccupation, et au moins l'arrêté que nous faisons, c'est périodiquement, c'est une fois. Mais tout dépend des clôtures de chaque entité. Peut-être les structures, les grandes structures, ils font des arrêtés périodiques, soit trimestriels ou semestriels. Et si c'est semestriel, il faut qu'à chaque clôture, que nous fassions une analyse des différents comptes tiers. Mais généralement, ce que nous retrouvons, c'est une fois dans l'année, c'est-à-dire le 31 décembre. Sinon, c'est en fonction des arrêtés, de la politique même de l'entreprise en question. Concernant la deuxième préoccupation, effectivement, si nous avons 1000 clients ou 1000 fournisseurs, c'est vraiment compliqué. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être appliquer la méthode 20-80. On va voir que il y a au moins 20% de nos clients qui fournissent 80% de notre chiffre d'affaires. C'est quand même une assurance raisonnable. Sur cette base, nous pouvons déterminer les 20 clients qui fournissent à hauteur de 80% de notre chiffre d'affaires pour faire l'analyse et déduire qu'il y a une assurance raisonnable. C'est de même côté fournisseur. Nous allons voir les 20% des fournisseurs qui consomment plus nos ressources à hauteur de 80%. C'est sur cette base que nous pouvons se tabler pour les analyses des entreprises qui ont vraiment un grand portefeuille client ou fournisseur. C'est bon? Oui, c'est bon, merci bien. Monsieur Ouedraogo? Oui. Il y a Mme Baïdissa qui demande le traitement dans les cas où les tiers avec lesquels nous avons des contrats bien clos, alors que leurs comptes là ont toujours des soldes dans nos livres. Comment est-ce qu'on peut traiter ces cas? Oui, mais pour ces cas, le client reconnaît toujours sa dette. Pour ces cas, il faut que le client nous dise concrètement, l'entreprise qui a fait des relances, quelle est la position
Monsieur Ouedraogo? Oui. Allô? Oui. Il y a Madame Balkissa qui posait une question. Oui. Oui. OK. Il y a Madame Balkissa qui posait une question. Oui, je te suis. Je t'écoute. OK. Au cas où le contrat avec le tiers en question est clos, et que ce tiers-là a toujours un solde dans nos livres, comment ce cas peut être traité? Voilà. Bon, je disais, par exemple, c'est genre de situation. Le contrat est clos. Le client reconnaît qu'il nous doit, qu'il doit à l'entreprise. Voilà. C'est ça, je dis, c'est en fonction de la politique de l'entreprise. L'entreprise peut se dire que après le délai, 90 jours ou une année ou 6 mois, si le client ne paye pas, on déclasse. On met ça en créance douteuse et on fait la provision. Ça, c'est la première option que je. Maintenant, et la décision peut revenir si dans leurs conditions, ils disent que une créance au-delà de 2 ans ou bien une créance au-delà de 3 ans, il ne faut plus compter sur ce client. Il faut considérer comme une créance irrécouvrable. Bon, c'est leur politique et on s'en tient à ça. Il doit avoir un papier qui justifie pour permettre au comptable de passer le clôture de perte de créance. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Monsieur Yamouiro nous a quittés brusquement. Bon, sûrement il a des problèmes de connexion. Mais s'il y a toujours des questions, on va les prendre. Si votre micro ne marche pas, veuillez poser la question dans le chat. On va patienter encore environ 5 minutes. Si votre micro ne marche pas, posez la question dans le chat, on va vous répondre. D'accord, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de notre webinaire sur l'analyse des soldes tiers dans le cadre des travaux d'inventaire. Nous espérons que cet échange vous a apporté des éclairages précieux et des outils pratiques pour vos activités comptables. Donc, nous allons adresser un grand merci à M. Ouedraogo et à M. Yamouiro pour avoir animé ce webinaire. Nous vous rappelons que l'enregistrement sera disponible sur notre chaîne YouTube Café des Alliés et Futurs Alliés. Et vous pouvez aller regarder et re-regarder à n'importe quel moment. Pour la semaine prochaine, le webinaire sera animé par M. Bayala et le thème sera collecte et analyse des preuves en audit interne. Merci à vous pour votre présence et votre participation. La semaine prochaine encore pour le prochain Café des Alliés. Bon week-end à tous.